Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne. Cette fois-ci, je vais vous parler d'une prophétie de Sir Ernest Stiglitz sur le déroulé de la Troisième Guerre mondiale. Voilà, donc avant de détailler tous ces événements qui sont détaillés ensuite, je vais parler brièvement de sa biographie. Donc a priori, elle a vécu en Allemagne au XXe siècle, elle est morte en 1975. On l'appelle Sœur ou Mère Ernest Stiglitz, en quelque sorte mère des pauvres, j'imagine. En tout cas, sa vie a été marquée par la charité, la soupe populaire, aide aux pauvres, l'aide aux petits vieux, aux délaissés, etc., etc. Donc voilà. Donc elle était aussi religieuse de l'ordre de Saint-François. Voilà, et c'est dans sa cellule de religieuse qu'il a eu le plus de visions de la dernière guerre, donc c'est-à-dire la Troisième Guerre mondiale. Alors peu avant sa mort, il aurait déclaré: Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste sera donné par surcroît. Voilà, donc sur sa pierre tombale, on trouve l'inscription: Vive le Christ roi et sa Sainte Mère, Alléluia. Voilà, donc pour le reste, ces prophéties sur la Troisième Guerre mondiale, selon elle, selon Sir Ernest Stiglitz, donc la Troisième Guerre mondiale est inévitable. Donc autant il y a des prophéties qui sont conditionnelles, autant ça, à mon avis, ça, on va forcément devoir y passer. Donc elle se passera très vite, mais sera très sanglante. Le texte suivant est d'après celui du coup de cet auteur qui a écrit sur Sir Ernest Stiglitz et a mêlé ses propres interprétations. Donc il raconte ce qu'elle lui aurait déclaré, ou ce qu'il a vu d'elle. Donc du coup, il dit que dans le silence de sa chambre, cette femme avait l'air à la fin du monde. Voilà, donc ça, a priori, ce sont les paroles de l'auteur, mais après, ça, je pense que c'est ce qu'il a rapporté du coup d'Ernest Stiglitz. Donc l'art antérieur ouvre pour la première fois la possibilité de gouverner le monde depuis un seul centre de pouvoir. Qu'est-ce que ce centre de pouvoir et qu'est-ce que cet art antérieur? Pour moi, l'art antérieur, c'est l'art de gouverner les peuples. Hein, l'expression revient ailleurs, il me semble, dans la prophétie. Et gouverner le monde entier depuis un seul centre de pouvoir, et ben, c'est ce qu'on appelle, à tort ou à raison, le nouvel ordre mondial, qui n'est plus très nouveau, hein, je pense. Donc on voit qu'il y a une logique de bloc ouest-est qui s'affrontent, et a priori, tous les deux ont des projets de gouvernance pour le monde, mais ils ont vraiment l'air d'avoir de sérieuses divisions entre eux. Donc, alors que dans son confort, l'Ouest, où la douceur, la richesse et le luxe sont au sommet, à l'Est, on se prépare, on éduque à la privation, on durcit ses peuples, on offre aux jeunes des armes. Selon les lois de la stratégie militaire, la Russie renforce ses flancs, qui sont contre l'Europe occidentale, poussés en avant. La Russie doit être invulnérable sur ses flancs. Le flanc sud est l'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, la Turquie, la Grèce et la Yougoslavie. La Yougoslavie qui n'existe plus, mais qui existait à l'époque de Sir Ernest Stiglitz. Donc la face nord est Finlande, Suède, Norvège, Danemark. Jusqu'à la frontière bavaroise, une grande ligne de chemin de fer avec écartement russe a déjà été mise en place. Voilà, donc la Yougoslavie, je ne sais plus ce que ça a donné, je crois qu'il y avait la Serbie dedans, il y a d'autres pays, bref. Et du coup, jusqu'à la frontière bavaroise, c'est-à-dire jusqu'à l'Allemagne où se situe la Bavière, une grande ligne de chemin de fer à écartement russe a déjà été mise en place. Donc ça permet d'estimer la proximité des événements ou non. Là, je ne sais pas s'il y a une telle ligne de chemin de fer qui a été mise en place ou non. À l'heure où je fais cette vidéo, il est 24 septembre 2024. Voilà. Donc tout ça, c'est une année inconnue. A priori, ça arrivera après qu'il y ait déjà une mortelle crise révolutionnaire, notamment en France, faite par des Rouges, une révolution rouge. Et dans d'autres pays d'Europe, a priori. Hein. Donc voilà, ce sera le chaos hein, déjà auparavant. Mais en tout cas, un été, probablement en juillet, quand la région pétrolière sera déjà dans les mains des Russes plutôt fermes. Quelle région pétrolière il est question? Je ne sais pas. Nous verrons. Ils effectueront l'attaque de l'Est vers le Sud et le flanc Nord, la Turquie et la Grèce, la Yougoslavie et la Scandinavie. Scandinavie, bon, du coup voilà. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais la face Nord est Finlande, Suède, Norvège, Danemark. Donc ces pays veulent rejoindre l'OTAN si ce n'est pas déjà fait. Hein. Vers la fin de juillet, ils perceront par plusieurs endroits l'Europe de l'Ouest par des attaques éclairs contre l'action de l'Est. Je crois qu'il est question d'attaque russe, j'avoue que c'est pas très clair cette phrase dans mon esprit. Alors, au début août, ils pénétreront avec des armées de chars dans le centre de la France, probablement à Lyon, et détruiront Ulm un peu plus tard. Donc ça, c'est décrit aussi par Alois Hiermayer, un mystique allemand qui a décrit comment ces colonnes de chars sont notamment en partie arrêtées. J'y reviendrai après d'ailleurs. En tout cas, il y a une colonne de blindés qui va jusqu'au centre de la France. Deux sur trois sont arrêtés, il y en a une sur trois qui va jusqu'au centre de la France. À la mi-août, des unités russes d'élite russes d'Alaska attaqueront des villes des États-Unis par le nucléaire. Donc a priori, ils arriveront à débarquer des unités d'élite russes en Alaska, je ne sais pas comment, soit des Spetsnaz ou soit des unités avec de l'artillerie qui auraient suffisamment de portée pour attaquer des villes des États-Unis par le nucléaire, mine de rien, hein, depuis Alaska.
Donc, en Europe, il verse son rayonnement radioactif, mur jaune. Et ça, voilà, je crois que justement, Alois Hallmeyer voit la manière dont seront stoppés ces chars. Lui, il voit des pilotes qui lâchent des petites boîtes ou des bombes, on ne sait pas trop, avec de la poudre jaune. Et du coup, est-ce que c'est la même? Peut-être. En tout cas, lui, il voit que tous ceux qui passent, ça forme une ligne en fait, et tous ceux qui passent à travers cette ligne, aucun des soldats qui passent à travers ne rentre chez lui. Tout le monde meurt, y compris la nature autour, je crois. Donc en gros, elle, voit un rayonnement radioactif. Moi, ça me fait penser à un produit chimique, en tout cas, quoi qu'il en soit. C'est de l'ordre du NRBC, quoi, nucléaire, soit radioactif, soit biologique, soit chimique. En tout cas, une arme sale, quoi, comme on dit, hein. Voilà. Prague sera détruit. Vers la même époque, les unités blindées seront encerclées en Westphalie, donc une région d'Allemagne, et presque complètement anéanties. D'ailleurs, elle voit justement des chars. Bah, ça se trouve, c'est ce qu'il voit, hein, les unités qui sont encerclées en Westphalie. Ça se trouve, lui, Alois Hallmeyer voit les unités blindées stoppées par cette ligne de poudre chimique là. Elle voit les unités encerclées qui sont détruites. Ça se rejoint d'une manière ou d'une autre. Alors, les États-Unis repoussent l'attaque atomique. Repoussent l'attaque atomique. De grandes parties de la Russie et des derniers silos de missiles sont détruits. Donc voilà, les États-Unis ripostent, hein, par nucléaire aussi, a priori. Des millions de Russes meurent. L'armée russe est détruite. Les plus grandes destructions en Europe ont lieu lorsque la Russie est en train de perdre la guerre. Donc on voit à quel point l'armée russe est déterminée à y aller jusqu'au bout. Voilà, c'est pas que la propagande occidentale, ils embarquent une partie du monde même quand ils perdent. Voilà, on voit quand même que cependant, il y a un changement durant les événements, du moins une partie du peuple russe passe du bon côté, entre guillemets, si je puis dire. À la suite de ces événements, une révolution éclate en Russie, qui effondre le système précédent. Les peuples russes recommencent à avoir la foi. Bon, je dis ça qui passe du bon côté, si vous voulez, parce que dans la prophétie de la Frodel notamment, je crois comprendre qu'il y a un prince du Nord qui se convertit, peut-être que c'est en rapport avec la Russie. Il y aura une petite troupe d'hommes qui déposera le monarque à l'Est, et il se peut que ce soit des Russes. Il se peut, c'est pas dit, hein. Voilà. En tout cas, je sais dit ailleurs que la Russie se convertit, hein. Je crois que c'est sur Anna Maria Taïgi qui dit ça, je crois. Bref. En tout cas, à vérifier, hein. En septembre, une dernière tentative désespérée d'unité de sous-marins russes ravage l'Europe par des moyens nucléaires. Dans cette attaque atomique, de nombreuses villes françaises et allemandes se transformées en une mer de flammes. L'Orient attaque l'Europe brisée. Donc voilà, ça comme si on n'était pas au bout de nos malheurs. Voilà, la Troisième Guerre mondiale est vraiment rapide et sanglante, hein, comme dit par Sir Stiglitz au-dessus là. Donc vous voyez à quel point la violence de la chose. Donc, déjà, il y aura eu des événements tragiques, hein. Il y aura eu des révolutions en Europe avant, faites par de l'extrême gauche, des rouges. Et en plus, après, il y a des villes qui sont détruites par les moyens nucléaires. Et si, comme tout ça suffisait pas, l'Orient attaque l'Europe brisée. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Orient en question? Eh ben, il semblerait que ce soit les Turcs, comme dit dans la prophétie des Saints-Pères notamment. Et comme on le voit notamment dans la prophétie de l'Aphrodite, il me semble, je sais plus si c'est dit, oui. En tout cas, il me semble qu'il est fait mention de la Turquie. Je sais plus si c'est dans l'Aphrodite, mais en tout cas, la prophétie des Saints-Pères, c'est clair et net, hein, c'est les Turcs. Le vénérable Holzhauser aussi, donc, quand il commente l'Apocalypse, il parle clairement des Turcs. En tout cas, bon, que ce soit les Turcs ou autre chose, j'en suis quasi certain, hein, que le monarque a un rapport avec les Turcs. Après, il devra même se venger plus ou moins de tout ça, en représailles, mener une armée contre eux, bref. En tout cas, les Turcs, ils attaquent l'Europe brisée. En gros, on comprend qu'ils envahiront sur les cendres, hein. Une fois que la Russie aura envoyé les moyens nucléaires, eux, ils arrivent. Voilà. Je trouve quand même la manœuvre assez perfide, hein, et en plus, ce sera pas le bout de nos malheurs, parce qu'ils feront des ravages, hein. Voilà. Des atrocités même, hein, qu'on pourrait détailler et qui sont décrites dans l'Aphrodite que je ferai pas pour cette vidéo. Voilà. Ou ailleurs, je sais plus. En tout cas, Paris est victime d'insurgés français qui y mettent eux-mêmes le feu. Donc ça, c'est dit notamment par Mélanie Calva, la voyante des apparitions de la Salette, que Paris sera brûlé par sa canaille. A priori, moi je pense que ce seront des insurgés d'extrême gauche. Il est possible aussi que la racaille de Paris, hein, voilà, ne reste pas les bras croisés non plus. La racaille, les populations violentes, etc. Donc le pape a dû fuir Rome, où il ne restera qu'après 200 jours. Donc voilà, quand on a papoté, qui dans les événements subit elle aussi les tribulations. D'ailleurs, les Turcs seront, enfin, oui, je crois que c'est les Turcs en partie, mais il y aura une invasion musulmane, je crois que ce sera les Turcs du coup, qui tyrannisera l'Italie. Et a priori, justement, le pape doit fuir Rome, je pense que c'est pour ces raisons. En tout cas, ce pays catholique a dans ce dernier combat une tâche cruciale. Donc, est-ce qu'il est question de l'Italie ou de la France? Pour moi, c'est pas très clair.
Les deux ont une tâche cruciale, de toute façon. La France, peut-être plus, mais je sais pas, peut-être du chauvinisme ou du patriotisme. Mais la Turquie, pardon, l'Italie abrite le Vatican, donc c'est sûr que par rapport à la foi catholique, c'est primordial. En tout cas, troupes bavaroises et autrichiennes, suisses et françaises se battront jusqu'à la mort, et Lyon et Ulm, puis vers le nord pour en arriver à se battre contre la Russie. La Prusse, encerclée, adhérera finalement à leur association, donc une association, une alliance militaire désespérée a priori. On établit une zone de défense dans la vallée de la Ruhr. Donc ça, Loïc Mayer le voit aussi, c'est la vallée des Hauts-Fourneaux, la partie industrielle de l'Allemagne a priori. Donc des Pays-Bas, de la Bavière, des Alpes, de la Suisse et de la région du Rhône. À Ulm, il y a une bataille gigantesque contre l'armée d'Orient, a priori les Turcs. Bon. Les citadins affamés voleront les agriculteurs, les gens pilleront, incendieront et assassineront, ce sera l'anarchie. Bon, petit faute d'orthographe ou de copier-coller, tant pis. En tout cas, les citadins affamés, vous voyez, hein, ça c'est les gens du quotidien. Hein. C'est pas des militaires, c'est pas, ils font ça pour leur survie. Hein. C'est malheureux. Hein. Évitez de rejoindre le rang, faites des stocks alimentaires, évitez d'avoir à piller quand vous avez faim, quand tout ça se déclare. Hein. Voilà. Euh, voilà, parce que la famine, c'est vraiment la toile de fond des événements, hein, selon moi, qui motive le côté désespéré de tout ça. Et vous voyez, hein, les gens banals du quotidien, hein, on a vu leur attitude de 2020 à 2023, ne serait-ce que ça. Donc, imaginez quand il n'y aura rien dans les supermarchés. Voilà. Donc faites vos stocks alimentaires, ne pas avoir à dépendre trop de ces gens et vous prémunir un peu d'eux quand même. Hein. Vous voyez que ce ne sont pas des saints, loin de là. Voilà. Bon, essayez de l'être un peu vous-même vertueux ou attendre vers la sainteté, je ne sais pas, mais en tout cas, évitez de rejoindre le rang quand, bref, quand il faudra, quand ça va mal tourner en Europe, etc. Ils vont devenir meurtriers. Voilà. Donc ce sera l'anarchie, le chaos. Donc ensuite, elle voit un nuage de poison qui emporte un tiers de l'humanité. Est-ce qu'il est question des 3 jours de ténèbres? Ce qu'il est dit, notamment par exemple dans la prophétie du Père Pell, il détaille des morceaux de météorites enflammés. Bon, voilà, il y a des châtiments qui se mêlent à tout ça, même surnaturels en quelque sorte, ou du moins célestes. Et il voit aussi d'épais nuages de fumée soulevés par la guerre. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? En tout cas, les 3 jours de ténèbres, pour moi, c'est plutôt une cause autre, pour pas nommer les démons, hein, c'est dit ailleurs, qui emporteront les 3 quarts des gens encore en vie jusque-là. Elle, en tout cas, elle voit un tiers de l'humanité qui meurt par ce nuage de poison. Est-ce que ce sera les démons qui tueront les 3 quarts? Est-ce qu'il y a une partie qui meurt avant du fait de ce nuage de poison, de gaz toxique peut-être? C'est très probable même. Hein. En tout cas, le prophétie d'Aphrodite, je vais reprendre l'expression, hein, le feu de l'enfer se mêlera à celui de pardon, le feu du ciel se mêlera à celui de la terre, je crois. Ou le feu de l'enfer, même, c'est dit, hein, je crois, des fois même. Voilà, voilà. Donc, ça vous donne un tableau apocalyptique, hein, à proprement parler, de comment va se dérouler, ou comment va partir même vers la fin, la Troisième Guerre mondiale, ou du moins les événements au fur et à mesure qui vont se dérouler pour aller de plus en plus vers une crise apocalyptique, en quelque sorte. Hein. Voilà, donc ça vous fait un tableau, du coup, de la Troisième Guerre mondiale. Donc c'est pas spécialement perché, hein, il n'y a pas besoin de références catholiques ou d'aller très loin dans la symbolique, etc. pour comprendre comment ça se passe. Honnêtement, l'athée de base ou n'importe qui peut comprendre de quoi il est question ici. Hein. Franchement, c'est assez pragmatique. Hein. Voilà. Il n'y a pas besoin de références catholiques pour comprendre ce qui est décrit là. Voilà. Donc voilà, donc c'était le déroulé de la Troisième Guerre mondiale selon Sir Ernest Stiglitz. Voilà, donc j'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop déprimé, ou du moins que vous avez pris intérêt à la suivre. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là, et je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine prophétie. Voilà.